Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous dans cette visioconférence dédiée à l'ingénierie de formation. Et donc, qui est un rendez-vous habituel de deux communautés. D'abord, la communauté des concepteurs des RIOF chez les sapeurs-pompiers et qui rejoint également la communauté des opérateurs, des concepteurs qui sont en ce moment en cours de formation et donc qui réunit environ 150 personnes. Et ce qui nous réunit à tous ce soir, c'est l'ingénierie tutorale. C'est à la fois dans l'idée de l'intégrer dans la conception d'un dispositif, qui concerne fortement les concepteurs de formation et l'écriture des RIOF, et puis également tout ce qui est l'accompagnement des apprenants au quotidien avec les interventions tutorales, etc. Chose qu'on va concerner un petit peu plus les opérateurs FOAD et que les concepteurs FOAD vont intégrer également dans leur dispositif. Alors, pour parler de cela, on a la chance et l'honneur ce soir de recevoir Jacques Rodet, donc je le laisserai se présenter, mais qui est très connu pour avoir développé cette thématique depuis maintenant une vingtaine d'années. Alors, Jacques, est-ce que vous m'entendez bien? Impeccable, Paul. Parfait. Bonsoir, Jacques. Bonsoir. Bonsoir à chacune et chacun. Si vous le souhaitez, Jacques, je vais vous laisser vous présenter, puis je vous laisse partager votre écran, peut-être si OK. vous avez une présentation à faire. Et puis, n'hésitez pas, pendant l'intervention de Jacques Rodet, à poser vos questions dans le chat. Je lui communiquerai verbalement après cette présentation. Jacques, je vous laisse la parole. Très bien. Merci beaucoup, Paul. Bien. Écoutez, oui, ce soir, on va parler de tutorat à distance. Et vous voyez, dans le titre, j'ai mis fonction et conception. En fait, on va tout d'abord essayer de définir un petit peu à la fois les raisons d'être de l'accompagnement des apprenants à distance, mais aussi comment on peut le faire. Et puis, donc ça concerne effectivement plutôt les personnes qui sont en charge d'animer ces formations à distance et d'accompagner les apprenants à distance pour surmonter les difficultés qui peuvent être les leurs pour atteindre les objectifs pédagogiques. Mais il y aurait une erreur en fait à transférer la responsabilité complète de la réalisation de cet accompagnement aux seules personnes tutrices dans les dispositifs. En effet, les organisations ont aussi un rôle à jouer et notamment les équipes de conception. En effet, tel qu'on conçoit habituellement des scénarios pédagogiques, mais en formation à distance, les abandons peuvent être nombreux si il n'y a pas de services tutoraux qui sont prévus. Et donc, durant la période de conception de la formation, il faut aussi s'intéresser à ce que j'ai appelé l'ingénierie tutorale. Alors, j'y reviendrai bien évidemment plus en détail en faisant un focus sur deux actions de l'ingénierie tutorale, qui sont celles de la conception des interventions tutorales et aussi l'élaboration d'une charte tutorale qui correspond en quelque sorte aux droits et devoirs des tuteurs et des apprenants les uns envers les autres. Alors bien sûr, tout au long de cette présentation, vous pourrez poser vos questions. Paul va les concaténer et puis à la fin de mon exposé pourra me les reposer et puis je vous apporterai les réponses voulues. Je m'appelle Jacques Rodet, j'ai 60 ans aujourd'hui, ça fait donc plus de 30 ans que je travaille dans la formation professionnelle et plus de 20 ans que je me suis intéressé de près à la formation à distance et aux différentes modalités ou variantes qu'elle peut prendre. J'interviens aujourd'hui en tant que salarié du CNFPT, qui est le Centre national de la fonction publique territoriale. Donc, oui, j'ai l'occasion de travailler avec un collègue qui travaille plus précisément sur les formations destinées aux pompiers. À côté de ça, j'ai mis en sommeil un petit peu l'activité de
ma société de conseil. Et puis, j'ai maintenu quand même un certain nombre d'interventions universitaires, notamment à Rennes 1, où j'interviens dans un master qui s'appelle MFEG et qui bien forme des futurs chefs de projet e-learning. Et dans ce master, justement, je donne un cours sur l'ingénierie tutorale pour que ces concepteurs soient en mesure et bien aussi de concevoir à côté du scénario pédagogique le dispositif tutoral. Quelque chose d'à peu près semblable à Sorbonne Nouvelle, peut-être un petit peu plus léger sur un autre master qui est plus centré sur les outils. Donc, par exemple, on est amené à aborder la question de l'association de l'intelligence artificielle avec le tutorat humain, ce qu'on appelle la cobotique, et aussi quelques interventions à l'université de Liège, où une de mes collègues, Brigitte Denis, a été la première et la seule à ce jour à proposer une formation sanctionnée par un diplôme universitaire de tuteur à distance. Donc formation de tuteur à distance diplômante. Voilà. Et puis autrement, j'anime TAD, qui est un réseau sur le tutorat à distance depuis 2003 maintenant, qui dispose de nombreux espaces sur les réseaux sociaux, qui a aussi un portail dans lequel on peut trouver différentes ressources, une base documentaire scientifique, une revue qui s'appelle Tutoral, un accès au blog de TAD, voilà, enfin un certain nombre de ressources qui sont entièrement consacrées au tutorat à distance. Donc, on va commencer. Avant de parler d'ingénierie tutorale, il faut situer un petit peu le champ du tutorat à distance. Et donc, la première chose, c'est bien évidemment d'en donner une définition. Donc, le tutorat, il y a une racine latine, tuteur, qui signifie celui qui garde, celui qui protège, qui est un curateur. On a beaucoup entendu parler par tout un tas d'acteurs différents du care ces dernières années. Donc, le tuteur se situerait dans cette galaxie, en quelque sorte. Mais voici une définition. Alors, que j'ai tiré de Wikipédia et alors dont je suis le principal rédacteur, pas le seul, mais le principal, et qui nous dit que le tutorat a pour objectif principal de soutenir les apprenants dans leur parcours d'apprentissage. Alors, ce terme de soutien est très important. Il définit très largement ce qu'est le tutorat, quelle est la posture que doivent adopter les tuteurs. Et souvent, on va définir, et moi je le définis souvent, le tutorat comme une relation d'aide. Relation d'aide, déjà pour rompre l'isolement des apprenants à distance, quand les apprenants sont face à face aux dispositifs, aux ressources, etc., et où ils ont finalement peu d'interaction avec leurs pairs ou avec des formateurs, il peut y avoir ce sentiment d'isolement assez fort. Et donc, certainement une des premières modalités pour contrer les abandons, c'est de rompre l'isolement. Et puis, bien sûr, l'objectif, mais ça, c'est l'objectif, je dirais, de tout formateur, mais qui est aussi celui des tuteurs, c'est de faciliter l'atteinte des objectifs pédagogiques par les participants. Donc, plusieurs raisons d'être, déjà, qu'on vient de citer, rompre l'isolement, mais aussi lutter contre l'abandon. Et il faut bien remarquer que, quelle que soit la génération de formation à distance, lorsqu'il n'y a pas de services tutoraux, on peut enregistrer jusqu'à plus de 90% d'abandon. Alors, ça ne veut pas dire que quand il n'y a pas de tutorat, il y a toujours 90% d'abandon, mais ça veut dire que ce risque existe, et ça, on peut le remarquer quelle que soit la génération de formation à distance. C'était déjà vrai au XIXe siècle dans les cours par correspondance,
mais ça l'a été aussi avec la radio éducative, la télé éducative, l'enseignement assisté par ordinateur, le e-learning, et plus récemment encore les MOOC. Vous avez peut-être déjà suivi des MOOC, et bon, si on en croit les chiffres, il n'y a pas de raison de mettre en doute les chiffres de DX, qui est la plus grosse plateforme de MOOC, eh bien les taux de complétion, c'est-à-dire le nombre d'inscrits qui va jusqu'au bout du MOOC, il est selon les MOOC entre 7 et 11-12%. Donc, vous voyez des chiffres qui seraient insupportables en présentiel et qu'on accepte, en tous les cas que certaines institutions acceptent, à distance. Néanmoins, bien évidemment, quand on consent des investissements dans la mise en place d'une formation, c'est pas pour former simplement que 10% des gens qui sont visés. Et donc, c'est bien les services tutoraux qui vont permettre eh bien d'augmenter ces taux de complétion. Donc, faire réussir les apprenants, même si la notion de réussite peut se décliner de différentes manières. Il y avait sur l'atteinte des objectifs académiques qui ont été définis par les concepteurs, mais la réussite peut revêtir aussi une dimension plus personnelle. Une personne s'inscrit dans une formation parce que voilà, elle veut peut-être changer de métier, ou elle va avoir une promotion, ou par exemple, elle suit une formation à l'animation de classe virtuelle pour pouvoir échanger plus facilement avec ses enfants qui sont à l'autre bout de la planète, ou que sais-je. Et finalement, tous ces objectifs personnels nourrissent sa motivation intrinsèque. Et donc, c'est finalement, il est important aussi de s'intéresser à ces objectifs personnels et de voir finalement comment les apprenants peuvent arriver à les atteindre aussi. Enfin, une raison d'être qui est transverse, mais qui est très importante, c'est d'arriver à rendre autonomes les apprenants. Or, l'autonomie, c'est pas quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas. C'est quelque chose qui se construit dans l'action, et d'ailleurs, on est toujours autonome par rapport à une action donnée. Et pour les apprenants à distance, eh bien, c'est justement d'arriver à être des apprenants à distance plus autonomes. Donc, c'est bien un processus, comme le suggère cette image d'un grand-père qui apprend à sa petite fille à faire du vélo sans les roulettes. Et vous voyez, il a une main sur le guidon, il a une main derrière la selle, et donc il étaye en quelque sorte cette petite fille. Et puis, progressivement, une fois que la petite fille s'est bien pédalée, il va enlever la main du guidon, donc elle va apprendre à coordonner la direction du vélo avec le pédalage régulier, qui est le garant pour éviter la chute. Et puis, mais il va quand même tenir encore dessous la selle. Et puis petit à petit, voilà, il va enlever de temps en temps la main de la selle, puis à un moment donné, il va la lâcher complètement et la petite fille va partir. Alors heureusement, elle a un casque, c'est prudent, parce que il y a de fortes chances qu'elle tombe quand même. Et donc, il va falloir agir pour l'encourager à remonter sur le vélo, parce que, bien évidemment, l'apprentissage ne se fait pas toujours sans douleur. Alors là, douleur physique, mais bon. Donc, si vous voulez, on a vu qu'il y avait de l'étayage, avec les deux mains, une sur le guidon, une derrière la selle, et puis on a vu qu'on a désétayé progressivement. Eh bien, le travail d'un tuteur à distance pour faciliter l'exercice de leur autonomie par les apprenants, c'est justement d'étayer, puis de désétayer progressivement. Et être autonome sur quoi ? Autonome dans son métier, finalement, d'apprenant à distance. Et qu'est-ce que c'est qu'un apprenant à distance autonome ? C'est quelqu'un qui sait déjà qui il est en tant qu'apprenant. C'est quelqu'un qui a la connaissance de ce qui est attendu de lui, qui repère les activités qu'il doit réaliser, qu'il sait mobiliser des stratégies d'apprentissage qui correspondent et qui sont adaptées aux tâches à réaliser. C'est quelqu'un qui est donc capable aussi de planifier son apprentissage et capable de le réguler.
Et je peux vous dire que beaucoup de personnes, et on est encore à une époque où souvent les apprenants à distance réalisent pour la première fois une formation à distance. Hein. Eh bien, tous les apprenants n'ont pas forcément ces capacités, ces savoir-faire, et qu'il faut donc les étayer. Je prendrai juste l'exemple de la planification. Il y a beaucoup de personnes qui savent absolument pas planifier leurs actions. Hein, et donc qui finalement sont pas dans une attitude prévisionnelle, mais vont réagir simplement au coup par coup, hein, et en sachant que la réactivité dans nos sociétés postmodernes, c'est quand même une qualité, en tous les cas quelque chose qui est très attendu et qu'on néglige plus facilement qu'il y a une trentaine, une quarantaine d'années, la définition de plan, hein, d'organisation de l'action. Or, un apprenant, pour exercer son autonomie, il faut qu'il prenne la main sur l'organisation de son parcours, tout simplement parce qu'à distance, il y a un certain nombre de tâches qui sont transférées de l'institution ou des formateurs sur les apprenants. Hein, quand on est en présentiel, on doit se rendre dans une salle, dans un lieu, de telle heure à telle heure. Donc c'est l'institution qui prend en charge effectivement l'organisation de l'environnement d'apprentissage et de la temporalité aussi de cet apprentissage. Or, à distance, par exemple, l'apprenant va avoir à consulter un certain nombre de ressources et qui correspondent, je sais pas, moi, à 2 heures, par exemple, hein, d'apprentissage. Et on va lui laisser une semaine pour faire cela. Donc, on lui laisse la liberté, c'est une flexibilité, apprendre à son rythme, à temps choisi, sauf qu'il faut encore être capable de choisir ses temps. Et donc, cette responsabilité qui est donnée aux apprenants mérite, elle aussi, d'être étayée hein, pour beaucoup d'apprenants, et donc ne pas simplement mettre à disposition des ressources et laisser finalement l'apprenant se débrouiller tout seul, quoi. Hein, voilà. Alors, les raisons d'être, hein, c'est aussi une raison d'être pédagogique. J'ai reproduit ici le triangle bien connu de Jean Housset, hein, qui définit les différents processus qui existent dans une formation entre le formateur, le savoir et les apprenants. Il est très clair que la posture tutorale, l'action tutorale se réalise dans le processus formé, puisqu'il s'agit d'amener l'apprenant à mieux parcourir le processus apprendre. Et donc, ça revient à finalement moins enseigner, plus former, plus accompagner, plus soutenir, en un mot, plus aider. Et lorsqu'on conçoit une formation, bien évidemment, on a défini les objectifs et on imagine, on essaie de repérer très rapidement les contenus de cette formation. C'est tout à fait naturel de rattacher des contenus à des objectifs et puis après de décliner en activités, que ce soit de consultation, que ce soit de production, de simulation, de cas pratiques, eh bien les différentes actions qu'on demande aux apprenants. Mais si cette préoccupation est bien normale et naturelle, il est tout aussi important de voir pour des formations entièrement à distance, peut-être encore plus important, de prévoir quel va être le type d'accompagnement des apprenants lors de leurs activités. Et donc, ça revient finalement à accorder moins de place au processus enseigné et plus au processus formé et au processus apprendre. J'avais un enseignant québécois qui disait toujours enseignez moins pour qu'ils apprennent plus. Vous voyez, alors c'était pas seulement discriminant dans le contenu qu'on mettait à disposition des apprenants, mais c'était aussi leur donner la possibilité plus grande de manipuler ces apports au service de l'action et donc d'augmenter de manière significative la part des activités d'apprentissage. Sur une formation entièrement à distance,
Si on divisait le temps en 3 tiers, vous voyez, un tiers pour les apports de connaissances, d'informations, puisque les connaissances, c'est plutôt les apprenants qui les construisent, un tiers pour les activités d'apprentissage, donc la manipulation des informations reçues au service d'une production, et puis un tiers pour les activités des activités de remédiation, d'échange, de débat, de retour sur les productions. On n'est pas loin de la vérité. Alors bien sûr, j'ai dit 3 tiers, il peut très bien y avoir que 25% sur l'un des trois et puis 40% sur l'autre. Mais en tous les cas, dans une conception de formation à distance, il est important à la fois, bien sûr, d'avoir des apports, mais surtout d'avoir des activités, y compris des activités de production de la part des apprenants, et puis des temps de mutualisation, de remédiation, où le lien social peut exister plus facilement. Or, ce que l'on constate encore malheureusement trop fréquemment, c'est que on réduit parfois la formation à distance simplement à la mise à disposition de ressources. Donc, on investit énormément sur la médiatisation des messages et des informations. Et puis, lorsque vient le temps de diffuser cette formation, on se pose bien tardivement la question de l'accompagnement des apprenants. Donc, les méthodes d'ingénierie tutorale qu'on verra tout à l'heure, que j'aborderai tout à l'heure, sont à réaliser non pas juste avant la diffusion de la formation, mais d'anticiper et finalement d'accompagner le processus de conception pédagogique pendant tout le temps qu'elle a lieu. Alors, on va s'intéresser aux fonctions tutorales. Il faut savoir que le tutorat à distance a fait beaucoup écrire. Alors surtout des enseignants-chercheurs universitaires, tout simplement parce que eux, publier, c'est quelque chose de naturel, c'est même exigé pour leur avancée de carrière, alors que dans d'autres structures, et notamment les organisations privées, finalement, quand on a des bonnes pratiques, on n'est pas pressé de les communiquer à ses concurrents. Donc, on a néanmoins une littérature très abondante sur le tutorat à distance. Dans le portail de TAD dont je parlais tout à l'heure, je vous disais qu'il y a une base documentaire scientifique. Sont réunis, enfin répertoriés, pas moins de 200, voire un peu plus que 200, articles scientifiques, mémoires, thèses, uniquement consacrés au tutorat à distance. Et ce sont tous des documents en français. Bon. Donc, bien évidemment, la littérature anglophone est encore beaucoup plus prolifique. Et donc, ces auteurs ont souvent défini ce que devaient faire les tuteurs, souvent de manière un peu prescriptive. Et donc, au milieu je sais pas, un peu avant 2010, je me suis, enfin même avant, en 2000, bon, c'est un corpus que je connais bien, que j'étudie de manière continue. J'ai essayé de dégager un consensus relatif, mais néanmoins réel, entre ces auteurs pour dégager les fonctions tutorales que je vous présente maintenant. Donc, tout d'abord, il y a une fonction d'accueil et d'orientation. Eh bien oui, à distance comme en présentiel, il est important d'accueillir les apprenants. Ça doit donc être une démarche proactive de la part du tuteur, c'est-à-dire que ça vient de lui, c'est pas forcément attendu par les apprenants, mais c'est une démarche volontaire. Et il s'agit aussi de les orienter. Un des grands points forts de la formation à distance, c'est la modularisation des formations. C'est-à-dire qu'on va créer des modules, voire des capsules plus ou moins importantes en temps d'apprentissage, mais on peut diviser un contenu. Je ne sais pas, si je prends une formation boulanger, on va peut-être avoir un module sur les instruments ou sur le laboratoire du boulanger. On aura peut-être un module sur
la fabrication du pain, un autre module sur celle des croissants, ou que sais-je, et le module sur la fabrication du pain va peut-être lui-même se subdiviser donc en capsules, peut-être l'une sur le pétrissage, d'autres sur la cuisson, etc. Et alors, le gros intérêt de la modularisation, c'est que d'une part, ça peut permettre de réutiliser tel ou tel module ou capsule dans une formation ou dans une autre, mais surtout, ça permet aussi de tenir compte des connaissances préalables déjà des participants. Donc cela, ça demande bien sûr de prévoir une évaluation diagnostique et peut-être que la personne qui s'inscrit à ma formation là de boulanger, elle est très au point sur le pain, mais beaucoup moins sur la fabrication des croissants. Et donc, on va pouvoir éventuellement lui dire, lui créer un parcours individualisé de formation, en lui disant, ben voilà, vous n'avez pas besoin de suivre les modules sur la fabrication du pain. Par contre, vous commencerez par celui consacré au croissant. Par contre, on peut très bien imaginer aussi qu'on est une personne qui débarque complètement, qui n'a jamais entendu parler de boulangerie à part quand il va acheter son pain, et que cette personne a peut-être besoin d'un module qui constituerait une sorte de prérequis pour entrer dans le parcours de formation. Donc, vous voyez, orienter l'apprenant, ça se fait souvent d'ailleurs en amont de la diffusion elle-même de la formation, mais c'est un rôle d'accompagnement déjà des apprenants qui est important. Ensuite, il y a une fonction organisationnelle. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure quand je parlais de la planification. Donc, aider l'apprenant à organiser ses temps d'apprentissage, mais aussi son espace d'apprentissage. Quand on apprend à la maison, voilà, il faut peut-être essayer quand même de se réserver un endroit qui soit calme, qui soit propice à l'apprentissage. Mais ça peut être le cas aussi en situation de travail où, par exemple, une personne qui a sa posture habituelle de travail, c'est de travailler sur un ordinateur. Donc, si elle se forme sur son poste de travail, ses collègues ne vont pas avoir conscience qu'elle est en train de se former. Vous voyez ? Donc, ça peut être perturbant, etc. Donc, il y a des conseils à donner, effectivement, aux apprenants pour qu'ils puissent dimensionner en quelque sorte leur environnement de formation. Aussi une fonction pédagogique, alors là, qui est très proche de celle du formateur présentiel, à la différence près que j'énonçais tout à l'heure, c'est que le tuteur va beaucoup plus intervenir en remédiation, en approfondissement si nécessaire, mais il n'est pas chargé de transmettre ce que les ressources ont déjà transmises. Vous voyez, il ne s'agit pas de faire de la redite. Et donc, ça, on a pu le voir lors de la crise sanitaire que nous vivons depuis quelques mois maintenant. Ça a amené beaucoup d'enseignants, de formateurs à s'adapter à la distance, mais sans y être réellement préparés. Et beaucoup ont souhaité faire ce qu'ils faisaient en présentiel, en classe virtuelle. Et donc être chargés uniquement de transmettre, alors qu'en fait, la formation à distance, parce que franchement, une demi-journée ou une journée entière en classe virtuelle, personne ne le supporte, aussi bien les apprenants que les formateurs. Et ce n'est pas performant en termes d'apprentissage. Donc, on sait que la variété des activités, leur succession, leur temporalité, c'est-à-dire aussi le temps qu'on donne aux gens pour les réaliser, tout ça est nécessaire à penser pour amener les apprenants à atteindre leurs objectifs. Donc, cette fonction pédagogique, elle est importante. Mais comme vous voyez, on passe plutôt d'un rôle de transmetteur à celui de facilitateur, d'accompagnateur. Une fonction de support ou d'aide motivationnelle. Bien évidemment, la motivation ne se crée pas. Elle ne se crée pas par quelqu'un d'extérieur. Par contre, le tuteur peut aider l'apprenant à conserver sa motivation, à la renouveler, à la ressourcer.
Et pour cela, eh bien, le tuteur à distance doit connaître les processus motivationnels qui sont ceux des individus, hein. Donc, habituellement, on distingue les motivations extrinsèques, hein, la carotte et le bâton, et puis la motivation intrinsèque, c'est-à-dire les leviers, hein, les ressorts personnels de l'individu pour poursuivre une formation. Je dois vous dire que lorsqu'il y a une baisse de motivation qui préside souvent à un abandon potentiel, eh bien, les carottes à distance sont peu dissuasives et sont peu appétissantes, pardon, et les bâtons peu dissuasifs. Et donc, il faut s'intéresser alors à ce moment-là au levier motivationnel intrinsèque, hein, à l'individu pour arriver à ce qu'il puisse ressourcer sa motivation. Une fonction aussi socio-affective qui revêt deux grands aspects. Tout d'abord social. Effectivement, on apprend, selon la formule de Philippe Carré, on apprend toujours seul, mais jamais sans les autres. Et pendant très longtemps, la formation à distance avait fait disparaître le groupe, hein, puisqu'on n'avait pas d'outils de communication distanciels. Aujourd'hui, il y a pléthore. Chaque semaine, il apparaît de nouveaux outils qui nous permettent d'échanger à distance, de collaborer, de produire à distance, de prendre des décisions, etc. Sauf que les activités collaboratives que l'on voit de plus en plus inscrites, hein, dans les scénarios de formation à distance, eh bien, la collaboration, ça s'improvise pas. Et je dirais même que dans nos cultures latines, assez basées, hein, sur la compétition. Il n'y a qu'à voir un petit peu les phénomènes que l'on peut observer dans la formation initiale, hein, au collège, au lycée, puis après université, grandes écoles, etc. La compétition est très au cœur, hein, de nos dispositifs d'éducation et beaucoup moins que la collaboration. Alors, ce n'est pas le cas dans les cultures anglo-saxonnes, hein, où on apprend plus facilement à travailler. Alors, à distance, la collaboration, elle est encore plus difficile. Et elle demande vraiment d'être soutenue par des interventions d'un tuteur, ce qui veut donc dire qu'il faut qu'il connaisse bien les processus de dynamique de groupe, qu'il sache comment ces processus qui ont été décrits dans les années 70 par de nombreux sociologues, eh bien, comment ces différentes étapes de la vie d'un groupe se réalisent, se manifestent à distance. Et il doit donc, ce tuteur, accompagner, hein, les apprenants, non pas comme chef d'équipe, hein, mais comme facilitateur de la collaboration. Et puis, il y a une dimension plus affective, notamment par rapport aux tâches. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on ne réussit pas bien à faire ce qu'on n'aime pas faire, hein. Ben oui, parce que comme on n'aime pas faire, on ne le fait pas, ne le faisant pas, on ne s'améliore pas, voire c'est pire, et donc finalement on se désintéresse de la tâche. Or, il faut bien concevoir que dans une formation, vous avez un certain nombre d'activités qui ne vont pour lesquelles, alors ça va différer pour chaque apprenant, mais certaines activités pour lesquelles tel ou tel apprenant n'a pas d'appétence, n'a pas envie, hein. Par exemple, vous demandez, je dis n'importe quoi, hein, à un apprenant de faire un résumé d'un article. Et il a bien oublié les méthodologies qu'il a peut-être utilisées au lycée, et donc il ne sait pas comment s'y prendre. Et donc, ne sachant pas s'y prendre, il n'a pas envie de le faire, et puis il n'aime pas ça, quoi. Donc là, en fait, il faut inverser le rapport affectif de l'apprenant vis-à-vis de la tâche. Et pour ce faire, eh bien, on va s'appuyer sur un support méthodologique, parce qu'à partir du moment où on donne les moyens à l'apprenant de savoir comment réaliser la tâche, eh bien, je ne dis pas que s'il n'aime pas faire des résumés, il va tomber amoureux, il va faire des résumés, il va en faire matin, midi et soir. Mais néanmoins, avec la méthodologie, il se sentira plus en capacité de réaliser cette activité. Donc, du soutien sur le plan socio-affectif. Et puis, bien sûr, on aurait pu commencer par ça,
Du soutien technique, puisqu'on a beaucoup d'abandons, hein, ça peut monter à 30-40%, qui sont en fait des abandons par non-démarrage, tout simplement parce que les personnes n'arrivent pas à accéder à l'environnement d'apprentissage à cause de problèmes techniques. Donc, il est important d'avoir des tuteurs qui sont en situation de pouvoir dépanner, alors bien sûr sur les problèmes les plus courants, mais parfois des problèmes plus spécifiques, hein, les apprenants, donc les dépanner sur le plan technique. Enfin, une fonction aussi, alors appelée métacognitive, qui par bien des égards est une sous-fonction de la fonction pédagogique, en tous les cas c'est comme ça que la présentent un certain nombre d'auteurs, mais que moi j'aime bien distinguer parce que c'est souvent quelque chose sur laquelle on fait l'impasse. En fait, la métacognition, c'est la connaissance que l'on a de sa connaissance. Bon, Edgar Morin a consacré tout un tome de la méthode, hein, sur le sujet, la connaissance de la connaissance. Mais alors, en étant plus modeste, il s'agit d'amener les apprenants à mieux se connaître comme apprenants, à connaître leurs préférences d'apprentissage, les méthodes, les stratégies qui leur conviennent bien. En fait, donc, de mieux se connaître. Et on parle de métacognition parce que méta, c'est un préfixe qui veut dire grosso modo au-dessus, et c'est un regard qu'on porte sur sa cognition, c'est-à-dire sur sa connaissance. C'est assez important, notamment sur des formations longues, hein, de pouvoir apporter du soutien là-dessus. Une des pratiques assez courantes d'intervention tutorale courante qu'on peut avoir sur ce plan-là, c'est d'inciter les apprenants à tenir un journal de formation, hein, où ils vont noter tout au long de leur formation ce qu'ils ont découvert, ce qui leur a plu, ce qui leur a déplu, comment ils s'y sont pris, et petit à petit, finalement, en passant par l'écrit, ou ça peut être d'autres formes, ça peut être aussi oral, pourquoi pas, mais ils arrivent à mieux se découvrir, à mieux se connaître comme apprenants. Alors, vous voyez, toutes ces fonctions tutorales que j'ai mis en jaune sont des fonctions d'aide aux apprenants. Et il y a une dernière fonction, donc là que j'ai mis en rouge, et qui est la fonction évaluative. En effet, souvent les tuteurs à distance sont aussi chargés d'évaluer les apprenants. Alors, on peut se mettre 2 secondes à la place d'un apprenant et se dire, mais est-ce que je vais accepter de m'engager dans une relation d'aide, donc qui suppose une certaine confiance, avec la personne qui ensuite va m'évaluer? Alors, vous savez, cette question, elle est sans fin. En 2010, à Montréal, j'avais organisé un séminaire sur le sujet. Il y avait tout un tas d'acteurs de la formation à distance. Et finalement, il y avait plein d'arguments qui avaient été échangés. Par exemple, les tenants de la séparation du rôle de tuteur et d'évaluateur disaient non, il faut absolument séparer parce que autrement la relation tutorale, la relation de confiance, la relation d'aide ne va pas pouvoir s'instaurer. A contrario, il y avait d'autres personnes qui disaient mais bon, c'est comme ça qu'on fait en présentiel, pourquoi on ferait différemment à distance? Alors moi, je trouvais l'argument un petit peu faible parce que bon, c'est pas parce qu'on fait des choses en présentiel qu'on doit faire la même chose à distance. Mais il y avait un argument plus frappant qui était de dire quelle est la personne qui est la plus à même d'évaluer l'apprenant, sinon le tuteur qui l'a suivi tout au long de son parcours d'apprentissage. Alors finalement, quand on conçoit une formation et qu'on s'intéresse au dispositif tutoral qu'on veut mettre en œuvre, eh bien, il faut choisir. Il faut choisir. Est-ce que comme maintenant ça existe au CNED, on va avoir 2 profils, des profils d'évaluateurs et des profils de tuteurs, ou comme ça se pratique dans de nombreux organismes de formation, on va demander au tuteur aussi d'évaluer, et à ce moment-là, il s'agira pour lui de bien faire reconnaître aux apprenants les rôles les casquettes en quelque sorte, hein, qu'il met au moment où il les met. Hein. Moi, régulièrement, j'accompagne des étudiants qui sont en stage en entreprise et je dois
aussi les accompagner dans la production de leur mémoire qui valide leur stage. Bien évidemment, je vais les aider à définir leurs problématiques, à trouver des sources, à les conseiller sur le plan, etc. Mais néanmoins, je ne serai pas un coproducteur de leur mémoire. Et donc, à un moment donné, notamment lorsqu'ils m'envoient une première version, qu'ils me demandent mes remarques, etc., je reprends ma casquette d'évaluateur. Vous voyez, et je leur dis, ben non, là, je peux vous donner un certain nombre de conseils méthodologiques, etc., mais je ne ferai certainement pas une relecture détaillée d'une version intermédiaire. Vous voyez, donc, voilà. Alors, ça, c'est une première tradition de la recherche qui a permis de définir ces fonctions tutorales. Il y en a une autre qui nous vient du Québec, notamment d'André-Jacques Deschênes et de Céline Lebel, qui, eux, ont eu une démarche différente. Ils se sont directement adressés aux apprenants à distance pour inventorier les besoins de soutien qu'ils avaient. Et ils les ont classés dans 4 plans de support à l'apprentissage. Le plan cognitif, le plan socio-affectif, le plan motivationnel et le plan métacognitif. Alors, comme vous le voyez, c'est même rassurant pour nos auteurs et nos enseignants-chercheurs, il y a quand même beaucoup de choses qu'on retrouve et qui sont à peu près similaires aux fonctions tutorales. Et donc oui, je dis c'est rassurant parce qu'il y a beaucoup d'auteurs sur le tutorat qui n'ont jamais pratiqué le tutorat à distance, et donc c'est une limite quand même relativement importante. Donc une autre démarche de recherche et qui a permis d'identifier ces plans. Alors, il y a une petite dizaine d'années, souhaitant instrumenter les concepteurs de formation à distance dans la fabrication de leurs dispositifs tutoraux, j'ai proposé cette matrice d'objectifs tutoraux génériques en croisant les fonctions tutorales et les plans de support à l'apprentissage pour dégager 28 objectifs tutoraux génériques. Alors, bien évidemment, je vais pas vous les détailler là maintenant, mais vous voyez, quand vous pensez à un dispositif tutoral, vous pouvez vous appuyer sur cette grille en sélectionnant les objectifs tutoraux qui vous paraissent les plus importants à poursuivre pour aider les apprenants. Alors, je vous rassure, je n'ai jamais vu une formation à distance qui investissait les 28 objectifs tutoraux génériques. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, comme le dit l'adage, qui trop embrasse mal étreint, et il n'y a pas de dispositif tutoral idéal, il y a toujours des dispositifs tutoraux adaptés au contexte. Et quand on parle de contexte, on parle aussi bien évidemment de contraintes, et en particulier de contraintes budgétaires. Donc, ça sert à rien d'imaginer un dispositif tutoral qui serait magnifique sur le papier, mais qu'on n'arriverait jamais à mettre en œuvre dans la pratique. Voilà grosso modo ce que je voulais vous dire sur les fonctions, les plans, et finalement, qui sont les tuteurs et qui va faire finalement ces interventions tutorales qui vont permettre de poursuivre ces objectifs tutoraux génériques. Eh bien, en fait, souvent on parle du tuteur au singulier et je pense qu'il faut vraiment en parler au pluriel. Vous voyez, dans cette illustration, j'ai identifié 6 profils de tuteurs à distance. Et c'est pas une vue de l'esprit. Par exemple, dans le master de Rennes 1, dont je vous parlais tout à l'heure, dans lequel j'interviens, on a ces 6 profils de tuteurs. Il y en a même un 7e qui est en émergence. Et donc, alors après, on les appelle comme on veut. C'est des appellations, mais bien évidemment, ça va correspondre à des fonctions dans l'organisation. Faut bien concevoir qu'un tuteur, c'est pas une identité, c'est pas une profession. C'est une fonction qu'on investit. Et moi, vous voyez, je fais du tutorat depuis très très longtemps. Et quand je vais à une soirée, comme on demande ce que je fais, je me présente jamais comme tuteur, bien évidemment. C'est toujours une fonction seconde, à part dans quelques
dans quelques institutions qui ne font que de la formation à distance où le métier de tuteur à distance est reconnu en tant que tel. Au Québec, par exemple, à la Téléuniversité du Québec, non seulement ils ont une convention collective, mais ils ont même une organisation syndicale. Donc, vous voyez, c'est vraiment considéré comme un métier à part entière, mais c'est pas vraiment le cas en France. Et si on veut prendre un exemple, celui d'Open Classroom, hein, qui utilise beaucoup de tuteurs, qu'elle renomme coach, parce que ça fait un peu plus moderne, eh bien, en fait, ils ont adopté un modèle d'ubérisation, quoi. Hein, finalement, ils n'embauchent que des indépendants, des auto-entrepreneurs, et ils ne se préoccupent pas tellement, finalement, de leur d'ailleurs, ils ne communiquent même pas les noms des coachs les uns aux autres, donc ils ont une incapacité totale à se reconnaître et à pouvoir éventuellement revendiquer des conditions de travail meilleures. Donc, rapidement, un tuteur programme, c'est souvent le responsable de formation, il va accompagner l'apprenant pendant tout son parcours de formation. Le tuteur administratif, c'est celui qui va aider déjà l'apprenant à entrer dans le dispositif, vous voyez, notamment lorsqu'il faut mobiliser des fonds de la formation professionnelle. Et on sait que de réforme en réforme, ça simplifie pas spécialement les procédures pour atteindre ces budgets. Et puis, qui va aussi assurer toute la partie administrative. La dernière action, c'est bien sûr la délivrance des attestations, des certificats, etc. Des tuteurs techniques, comme je le disais tout à l'heure, qui vont pouvoir répondre à tous les besoins de soutien sur les aspects techniques et en particulier sur les outils utilisés dans la formation. Les tuteurs courts, qui sont en fait les formateurs, qui interviennent sur une partie de la formation, souvent qui sont experts, en tous les cas qui ont une bonne connaissance de ce sujet et qui vont donc pouvoir apporter pas mal de soutien cognitif aux apprenants. Les tuteurs projets, qui sont des personnes qu'on retrouve plutôt dans les formules en alternance, qui vont donc accompagner les apprentis durant leur période en entreprise, mais aussi lorsque, dans un parcours, des stages en entreprise sont prévus, eh bien, il y a nécessité de faire le lien avec l'entreprise, et donc voilà. Et puis des tuteurs pairs, qui sont en fait les apprenants, qui sont dans la même promotion que l'apprenant et qui peuvent lui apporter du soutien, voire peut-être aussi des apprenants qui ont déjà fait le parcours et qui vont être mobilisés, notamment pour répondre à des besoins de soutien plus sur le plan motivationnel ou socio-affectif, parce que ils seront plus accessibles, il y aura une plus grande proximité sociale entre les apprenants et ces tuteurs pairs qu'entre les apprenants et les formateurs, par exemple. Donc, ça peut être une bonne solution aussi de prévoir ce type de profil. Donc, quand vous créez un dispositif de tutoral, il vous faut bien évidemment identifier les différents tuteurs que vous allez, les différents profils de tuteurs que vous allez mobiliser. Une même personne peut très bien assumer plusieurs profils de tuteurs, mais attention au tuteur orchestre, à qui on donnerait tout à faire. Il y a de fortes chances qu'il ne sache pas tout faire et donc qu'il déserte un petit peu le soutien sur les parties sur lesquelles il est le moins à l'aise. Donc, on peut bien évidemment dresser le schéma d'un dispositif tutoral à partir de l'identification des différents tuteurs et en matérialisant les relations qu'ils peuvent avoir entre eux ou avec l'apprenant, bien évidemment. Et bien sûr, là, j'ai simplement mis des petites pastilles, A, B, C, etc. Mais il s'agit de décrire ces relations dans le document présentant le dispositif tutoral. Les interventions tutorales, elles sont de deux types. Il y a des interventions tutorales structurelles et conjoncturelles.
Par définition, les interventions structurelles, ce sont toutes celles qu'on va pouvoir reproduire d'une formation à l'autre. Donc, le premier contact, la formalisation des objectifs personnels, voilà, enfin, j'en ai cité un certain nombre ici. Alors que les interventions, alors ces interventions structurelles, la plupart du temps, elles sont proactives, hein, c'est-à-dire qu'elles sont réalisées par avance par le tuteur sans avoir été sollicitées par les apprenants. Et puis, il y a des interventions conjoncturelles qui sont liées à des activités et qui peuvent être proactives ou réactives. Prenons un exemple, dans une formation à l'urbanisme, je ne sais pas, ou l'histoire de l'urbanisme, les apprenants ont comme activité d'aller prendre des photos d'un certain nombre de bâtiments remarquables et typiques d'une étape, enfin d'une période architecturale. Eh bien, cette activité, elle va demander plusieurs interventions tutorales. Tout d'abord, de transmettre l'énoncé hein, et les consignes de cette activité. Puis, peut-être de relancer ceux qui ne l'ont pas commencé. Puis, on a demandé aux apprenants de publier leurs photos et les commentaires associés sur un forum. Ça va être de regarder ces forums, peut-être de commenter, de réajuster, voire d'identifier ce qui est juste, ce qui l'est moins, ou qui l'est pas du tout, de susciter les commentaires des apprenants sur les productions des uns et des autres. Et puis, si c'est une action qui fonctionne bien, il sera certainement nécessaire d'en faire une petite synthèse. Vous voyez, toutes ces activités, elles sont dites conjoncturelles parce qu'elles n'existent que parce que l'activité existe. Et donc, bien évidemment, dans un dispositif tutoral, il y a beaucoup plus d'interventions tutorales conjoncturelles que d'interventions tutorales structurelles. Ensuite, le tuteur peut agir donc de manière proactive. Il le fera donc pour les interventions structurelles ou conjoncturelles. Il peut, voilà. Le gros intérêt, c'est que tout ça est planifiable et donc peut être aisément quantifié et préparé à l'avance. C'est une des actions de l'ingénierie tutorale, c'est de décrire, de concevoir, de quantifier les interventions tutorales. Vous voyez, si vous demandez à un tuteur de relancer les inactifs, il est préférable d'avoir décrit à quel moment cette intervention devait être réalisée, de lui proposer un modèle de message qu'il peut adapter, mais il prendra beaucoup moins de temps, environ 3 à 4 fois moins de temps pour réaliser son intervention s'il a une fiche descriptive de l'intervention que s'il n'a rien et que si on lui dit « faut relancer les inactifs ». Et puis, les interventions réactives, donc, qui sont pour les interventions conjoncturelles. Il n'y a pas d'intervention structurelle réactive. Ça nécessite, bien sûr, une certaine disponibilité des tuteurs. C'est même la première qualité qui est reconnue aux tuteurs par les apprenants à distance, c'est sa disponibilité. Mais ça se cadre, la disponibilité. Vous voyez, actuellement, j'accompagne une soixantaine d'étudiants. Parmi eux, il y a des noctambules. Hein. Ils m'écrivent à 2 heures du matin. Moi, à 2 heures, je dors. Hein. Donc, il ne faut pas qu'ils s'attendent d'avoir une réponse. Mais comme je suis un lève-tôt, en principe, ils l'ont à leur réveil. Et puis, il faut quantifier de manière forfaitaire parce que, par définition, on ne sait pas combien de sollicitations on va avoir. Alors on fait des moyennes, hein, c'est pas du doigt mouillé, hein, il faut faire un certain nombre de calculs, mais qui permettent d'aboutir à un forfait d'or et donc de déterminer une rémunération pour les tuteurs. Alors bien sûr, il va intervenir de manière synchrone, hein, c'est-à-dire en temps réel. Hein, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de distance entre l'émission et la réception du message, comme c'est le cas là dans ce webinaire. Par contre, il peut le faire aussi de manière asynchrone, que ce soit par mail, que ce soit par forum, sur certains réseaux sociaux, etc. Où là, donc, il y a une distance, en tous les cas un écart, entre l'émission du message, sa réception et l'éventuelle réponse de la personne, du destinataire.
Où est-ce que le tuteur intervient? Ben, il intervient au bureau, hein, souvent, mais aussi à domicile, hein, de plus en plus. Hein. Donc, c'est vrai que la fonction tutorale éclate un petit peu, hein, cette unité de temps et de lieu qui est associée habituellement à une activité professionnelle. Hein. Et puis, il va aussi surtout agir dans des espaces numériques. J'en ai mis ici un certain nombre. Et donc, ça veut dire que, bien évidemment, il faut qu'ils maîtrisent ces outils dans l'ensemble de leurs fonctions pour pouvoir les utiliser de manière appropriée. Alors, je résume tout ça à travers cette typologie, des interventions tutorales réactives asynchrones, des interventions tutorales réactives synchrones, donc c'est une typologie, c'en est une, il y en a d'autres hein, qui ont été proposées par différents auteurs, mais je trouve que celle-ci, elle mérite d'associer les différentes modalités et puis de donner quelques idées sur ce qui peut être fait en amont hein, de la diffusion de la formation et ce qui au contraire est fait en interaction indirecte avec les apprenants. Bien, ben écoutez, j'en viens à l'ingénierie tutorale. Alors l'ingénierie tutorale, on pourrait déjà se poser la question, mais pourquoi ce terme? Moi, c'est une expression que j'ai commencé à utiliser il y a 7-8 ans, je dirais, par là. Tout simplement pour insister sur le fait que on ne pouvait pas, comme je le disais tout à l'heure, se reposer uniquement sur les prestations des tuteurs pour qualifier et pour s'assurer de la qualité des services tutoraux rendus aux apprenants. Et donc, en fait, l'ingénierie tutorale permet pas mal de choses. D'abord, elle permet à un organisme de formation eh bien, de définir ses objectifs d'accompagnement. Ils peuvent être assez divers hein, d'un organisme à l'autre. Hein. Ils ne sont pas forcément hyper ambitieux, ils peuvent être très circonscrits. En tous les cas, il y a certaines actions de l'ingénierie tutorale qui permettent justement de définir ces objectifs d'accompagnement. Donc, de définir en quelque sorte une politique tutorale. Hein. Moi, vous voyez, au CNFPT, je suis chargé de faire des propositions pour définir la politique tutorale. Bien évidemment, c'est pas moi qui suis décisionnaire. Hein. On a des strates hiérarchiques, on a une tutelle politique, donc bien évidemment. Mais voilà, amener des éléments aux décisionnaires pour qu'ils puissent prendre un certain nombre de décisions, de définir une politique. Et cette politique, eh ben, elle doit faire l'objet d'une stratégie. Et la stratégie, eh ben, c'est notamment l'identification des moyens qui sont à mettre en œuvre, qu'ils soient techniques, humains, budgétaires, temporels, etc. Et puis, c'est aussi, et ça c'est très important, de définir le modèle économique du tutorat, du dispositif tutoral. Parce que, vous voyez, on a un petit problème avec le tutorat, c'est que le modèle économique du tutorat à distance est l'exact inverse du modèle économique d'un digital learning. Je m'explique. Quand un organisme veut lancer une formation, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Une formation à distance. Il va se doter d'un LMS, hein, d'une plateforme, et puis il va investir dans la conception, dans la production des ressources. Tout ça sont des investissements et sont des coûts qui sont fixes. Hein. Que la formation soit suivie par 10 personnes, par 100, par 1000 ou 10 000, ce seront les mêmes coûts. Par contre, donc il y a peu de coûts variables hein, dans le digital learning. Par contre, dès lors qu'on réintroduit de l'accompagnement, c'est essentiellement des coûts variables. Alors bien sûr, il y a quelques coûts fixes, hein, comme l'ingénierie tutorale, comme la formation, la montée en compétences des futurs tuteurs. Mais après, bah, bien évidemment, on va définir qu'un tuteur peut encadrer tant d'apprenants. Et puis, si on a 3 sessions, eh ben, on aura donc des charges salariales de tuteurs pour les 3 sessions. Donc, vous voyez, c'est ce qui fait que le tutorat a souvent été négligé. C'est que quand vous avez des éditeurs de plateformes ou des prestataires hein, qui argumentent auprès des organismes de formation sur leur intérêt à mettre en place une offre de formation distancielle parce que ça va leur permettre de réduire leurs coûts,
de formation, bien évidemment, ils ne sont pas les mieux placés ensuite pour introduire la question tutorale qui renchérit, si vous voulez, la formation. Alors, ceci dit, considérer le coût du tutorat comme une charge, et uniquement une charge, n'est pas tout à fait exact non plus. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, le tutorat permet de réduire les abandons. Et les abandons, ça a un coût. Tout à l'heure, je parlais des MOOC où on a beaucoup d'abandons. Moi, j'ai travaillé pour le Crédit Agricole, un MOOC du Crédit Agricole, où ils avaient décidé de faire ce MOOC pour former un certain nombre de leurs collaborateurs à un sujet quelconque. Et finalement, il n'y avait que 10% des gens, donc j'étais dans la moyenne, qui avaient suivi cette formation. Ce MOOC leur avait coûté, bon, vous voyez, le ticket d'entrée d'un MOOC, c'est entre 30 et 40 KE. Donc, finalement, je ne sais plus exactement combien de personnes il visait, mais le coût, il était unitaire, il était à diviser par les 10%, les 40 KE, là, il était à diviser par les 10% des personnes qui étaient allées au bout de la formation. Or, si avec le tutorat, on arrive à monter ce taux de complétion, et on avait réussi à monter jusqu'à 50%, eh bien, ça veut dire que les 40, le coût unitaire, il n'est plus que divisé par 2. Hein, enfin, en tous les cas, on a gagné, si vous voulez, le tutorat a fait réaliser un certain nombre d'économies. Et donc, ça se calcule, bien évidemment. Et le tutorat peut être tout à fait une affaire rentable économiquement, parce que finalement, elle permet de diviser les investissements par un plus grand nombre d'apprenants touchés, et que si ce n'avait pas été le cas, eh bien, ça veut dire que le coût de la formation unitaire aurait été beaucoup plus élevé. Alors, bien évidemment, tout ça, ça amène une vision comptable et budgétaire un peu plus fine que ce qu'on a l'habitude de faire, notamment dans le milieu de la formation professionnelle, où ces notions de coût sont beaucoup moins étudiées, par exemple, que dans d'autres activités, hein, notamment toute activité commerciale où on est très attentif au prix de revient et au prix de vente, par exemple. Hein. Mais dans la formation, ça l'est beaucoup moins. Alors, l'ingénierie tutorale, à travers un certain nombre de méthodes, permet aussi de définir le modèle économique du dispositif tutoral et de vérifier par avance si le jeu en vaut la chandelle, hein, ou s'il faut réajuster pour que ça vaille le coup. Bien sûr, vis-à-vis des apprenants, hein, il s'agit de penser les réponses à leurs besoins de soutien. Pour les concepteurs, il s'agit de décrire les interventions tutorales, et ça permet en quelque sorte d'harmoniser les pratiques tutorales, mais aussi d'optimiser l'action des tuteurs, confère ce que je disais tout à l'heure sur rédiger un message ou partir d'un modèle, hein, où on divise le temps de travail par 3 ou 4. Mais bien évidemment, pour que les services tutoraux soient de qualité, eh ben, il faut que les futurs tuteurs soient formés, hein, donc il faut les faire monter en compétences. Et puis, il est très important aussi d'améliorer de manière continue les services tutoraux qui sont offerts. Et donc, pour faire tout cela, l'ingénierie tutorale est organisée autour d'un certain nombre de livrables, qui sont au nombre de 4. Le système tutoral qui permet d'analyser les besoins d'aide des apprenants, de définir les plans de support à l'apprentissage qui sont à investir, donc vous voyez, de déterminer les objectifs tutoraux génériques, mais aussi eh bien, de les prioriser parce qu'il est rare de pouvoir répondre à tous les besoins qui sont inventoriés, que ce soit pour des contraintes contextuelles, budgétaires, de présence ou pas de compétences parmi les tuteurs. Bon, donc il faut prioriser. Et il faut aussi identifier les rôles et les fonctions des différents tuteurs. Le scénario tutoral, qui permet donc de positionner les interventions tutorales sur le scénario pédagogique, de les concevoir, de les quantifier, de choisir les outils qui vont servir de support à ces interventions tutorales et de rédiger la charte tutorale.
Le plan de diffusion, où il s'agit donc de faire monter en compétence les futurs tuteurs par de la formation, par l'initiation de communautés de pratique, mais aussi il s'agit de créer des outils de coordination des tuteurs, de suivi de leurs actions. Et là, je dois vous dire que les plateformistes, ceux qui proposent des LMS, on propose très peu de choses pour instrumenter le travail des tuteurs. Et il nous donne des traces quantitatives, mais par exemple, c'est impossible de reconstituer l'ensemble de la relation tutorale qu'on a eue avec Monsieur Tartampion ou Monsieur Scosmuche. Ça n'existe pas. Et puis, comme je le disais, définir le modèle économique du système tutoral. Alors, quand on a fait tout ça, ou quand on ne l'a pas fait d'ailleurs, eh bien, on peut faire un audit tutoral, c'est-à-dire collecter des données sur l'existant. Il y a des données qui existent, il suffit de les convoquer, mais il y a des données qu'il faut provoquer par entretien, par questionnaire. Ces données, on va pouvoir les analyser, les passer au crible d'une grille d'analyse pour en présenter les résultats et surtout formuler des préconisations qui vont porter tant sur l'organisation du système tutoral que du scénario tutoral ou des différents aspects du plan de diffusion. Donc, nous, vous voyez, représenter... Ah oui, alors, pardon. Ouais, alors c'est... oui, j'anticipais sur l'écran qui va venir ensuite. Donc ici, je vous ai reproduit les différentes étapes, les différents livrables d'un digital learning. Eh bien, les livrables de l'ingénierie tutorale se positionnent ici. Dès lors qu'on connaît la formation que l'on veut faire, qu'on a défini grosso modo la forme qu'elle va prendre, mais on n'est pas encore sur un scénario pédagogique très établi, qu'on sait qui on veut viser comme public, etc., à ce moment-là, on peut produire le système tutoral, c'est-à-dire analyser les besoins, les prioriser, définir les profils de tuteurs. Par contre, pour pouvoir produire le scénario tutoral, on a absolument besoin du scénario pédagogique le plus stabilisé possible, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'interventions tutorales conjoncturelles, donc qui sont liées aux activités. Alors, si on n'a pas prévu les activités dans le scénario pédagogique, notre scénario tutoral, il sera partiel, lacunaire. Le plan de diffusion qui gagne à être, donc la préparation notamment des futurs tuteurs, qui gagne à être réalisé dans la même configuration que la formation sur laquelle ils vont intervenir. C'est pourquoi à ce moment-là, il faut avoir utilisé le même LMS, les mêmes outils, la même classe virtuelle, etc. Et donc leur donner accès à une formation sur le tutorat à distance. Je vous donnais un exemple. Vous savez, la qualité première d'un formateur présentiel, c'est son expression orale. Il se trouve qu'un tuteur à distance, non pas qu'il n'intervient plus de manière orale, mais il intervient beaucoup plus de manière écrite. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de formateurs qui n'arrivent pas à adopter le ton juste. Vous voyez, quand on va leur demander d'envoyer un mail de relance à ceux qui ne sont pas connectés, vont prendre un ton assez comminatoire, en tous les cas, ne vont pas nourrir la relation de confiance qui doit présider à la relation tutorale. Donc, il y a vraiment des choses qui sont à acquérir par les formateurs présentiels pour pouvoir, et comme vous le voyez, c'est pas seulement des connaissances techniques sur les outils, mais c'est du savoir-être, du savoir-faire, et sur lesquels il faut les faire monter en compétences. Et donc, bien sûr, on les forme avant que la formation soit diffusée. Et puis, l'audit tutoral peut se faire en même temps que le plan d'évaluation du digital learning. Alors, bon, parfois on le fait en cours de route, mais c'est plus rare. La plupart du temps, c'est à la fin d'une session expérimentale, par exemple, qu'on va faire un audit tutoral. Donc, résumé en un schéma, ça nous donne, vous voyez au centre, donc on fait les 4 livrables, c'est une ingénierie tutorale optimale
Puis après, on a d'autres intersections. Je vous ai mis le lien vers le blog de TAD, vers le billet du blog de TAD qui présente l'ensemble de ces différents types d'ingénierie tutorale. À savoir que l'ingénierie tutorale optimale, en 20 ans, si je l'ai mise en œuvre 3 ou 4 fois, c'est à peu près tout. Vous voyez, quand je suis arrivé au CNFPT, on m'a demandé de faire un scénario tutoral. J'avais pas le temps de faire le système tutoral, d'analyser les besoins de soutien, donc je me suis appuyé, moi, sur mes connaissances préalables. Et puis, on n'a même pas formé les futurs tuteurs. Mais par contre, à la fin des premières sessions, on a fait un audit tutoral, et ça a permis de dégager un certain nombre d'informations qui ont permis de redéfinir le système tutoral, notamment quels étaient les profils de tuteurs, quels étaient les objectifs tutoraux premiers que l'on visait, d'ajuster le scénario tutoral. Il y avait des choses qu'on n'avait pas prévues, et puis des interventions qui sont révélées nécessaires. Et bien sûr, ça a incité l'organisation à mettre en place un véritable plan de formation des formateurs pour qu'ils puissent intervenir en accompagnement efficace des apprenants. Alors, on va s'intéresser plus précisément au scénario tutoral dans la dernière partie de ce webinaire. Le scénario tutoral, souvent on commence par ça, parce que c'est peut-être le plus facile, souvent aussi le plus urgent. Donc, on a notre scénario pédagogique et il s'agit d'identifier les interventions tutorales qui doivent être faites. Donc, la première chose, c'est qu'il faut positionner les interventions tutorales structurelles. Alors, vous voyez, je vous reproduis ici, j'ai un cas réel d'une formation entièrement à distance. Vous voyez qu'on a plusieurs colonnes. La colonne orange, c'est les classes virtuelles qui sont positionnées. En bleu, ce sont les modules qui sont à étudier par les apprenants. En jaune, c'est ce qu'ils ont à produire. Et puis, vous avez 2 colonnes en vert qui sont relatives à 2 profils de tuteurs. Donc, on a le formateur tuteur et puis le responsable de formation. Et donc, on va positionner un certain nombre d'interventions tutorales avec les intitulés. Alors, bien sûr, derrière, il va falloir les décrire, mais on verra ça dans un moment. Tout d'abord, il faut positionner ces interventions tutorales. Alors là, j'en ai pas mis beaucoup pour que ça soit plus lisible lors de ce webinaire. Mais vous voyez, la première, c'est le responsable de formation qui doit la réaliser, c'est qu'il doit ouvrir administrativement la formation. La deuxième, c'est le formateur-tuteur. Il doit lancer le forum de présentation des apprenants en se présentant. Vous voyez que cette activité de présentation, de socialisation, elle est prévue de manière asynchrone et en amont du réel démarrage de la formation. Puis, une intervention à réaliser par le formateur-tuteur pour clôturer pédagogiquement la formation, et une dernière pour clôturer administrativement la formation. Ça, ce sont donc les 4 interventions tutorales structurelles. Alors, bien sûr, il va y avoir un certain nombre d'interventions aussi conjoncturelles, et elles sont là, dans cet exemple, entièrement réalisées par le formateur-tuteur. Donc, vérifier les absences à la classe virtuelle et mettre à disposition l'enregistrement de la classe virtuelle. Ensuite, lorsqu'ils étudient le module, eh bien, accompagner de manière proactive et réactive durant l'étude des modules, mais relancer aussi les inactifs. Accompagner de manière proactive et réactive durant la production du livrable. Et puis, rappeler la tenue de la dernière classe virtuelle qui a lieu en fin de parcours. Il pourrait y en avoir d'autres. Là encore, j'ai fait de manière simple pour que ça soit plus lisible. Donc, vous voyez que première action du scénario tutoral, identifier les interventions tutorales qui permettent de répondre aux objectifs tutoraux génériques qu'on veut viser et de les positionner sur le scénario pédagogique.
Alors, je vous encourage, hein, je sais que les scénarios pédagogiques, souvent, ça prend la forme de tableaux Excel, etc., avec plein de colonnes et tout, mais moi, je vous encourage à avoir des représentations de ce type-là, très graphiques, qui permettent de bien positionner les interventions tutorales en fonction des activités qui constituent la formation. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien, il va falloir décrire et quantifier chacune des interventions. Donc là, je vous ai mis une matrice, hein, donc bien sûr définir l'objectif de l'intervention tutorale. La durée, c'est souvent ce qu'on calcule en dernier. Les acteurs, bah, c'est qui et quel est le profil de tuteur qui réalise cette intervention pour qui? Est-ce que c'est pour l'ensemble des apprenants, pour un sous-groupe, pour un apprenant en particulier? Quelles sont les fonctions tutorales et les plans de support qui sont investis de manière prépondérante? Le positionnement de l'intervention tutorale, donc là on va être précis, ça va être par exemple si je reprends ITC 01, vérifier les absences et mettre à disposition l'enregistrement de la CV, on va dire après la tenue de la CV, réaliser l'ITC 01. Vous voyez par exemple. Et puis, le plus important, ce sont les modalités. Non, il y a aussi les modalités. Est-ce que c'est proactif, réactif, synchrone, asynchrone, et l'outil qui va être utilisé pour réaliser l'intervention. La ligne la plus importante, c'est la dernière, c'est les commentaires et conseils. Alors, je vous donne un exemple ici. Relancer les inactifs. Donc, on fait d'abord le plan du message. Il faut poser le constat de l'inactivité. Ensuite, il faut investiguer, parce qu'on ne sait pas pourquoi l'apprenant est inactif. Et il ne s'agit pas de faire des suppositions, il faut s'appuyer sur ses dires. Donc, on va demander à l'apprenant pourquoi il est inactif. Il faut dédramatiser, parce que ça, franchement, c'est un cas de figure qu'on retrouve quasiment dans toutes les formations à distance. Il y a toujours une proportion, même minime, d'apprenants qui ne démarrent pas. Donc, voilà. Et puis, il faut manifester sa disponibilité à aider. Et puis, je vous ai mis ici un modèle de message. Bon, donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de mentions. Et puis, il y a certaines expressions qui sont en rouge, qui sont en fait des variables. Donc, vous voyez, quand je demande à mon tuteur de réaliser l'intervention tutorale, il n'a qu'à copier-coller ce message, éventuellement changer s'il y a une formulation qui lui déplaît, etc. Renseigner les valeurs, les variables, hein, et là, bah, en 3-4 minutes, il a fait son intervention tutorale. Alors que si je lui demande de rédiger le message, en partant de zéro, il va mettre 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, ça dépendra aussi des personnes. Donc, la conception d'un scénario tutoral va bien jusqu'à la détermination complète, de la description complète de chacune des interventions. Et donc, il s'agit aussi de quantifier. Alors, comme je disais, souvent, c'est en dernier lieu hein, qu'on voit cette quantification. Je vous donne ici quelques chiffres. Hein. Donc, un message proactif à partir d'un modèle, c'est 3 à 5 minutes. Un message réactif, ne jamais y passer plus de 15 minutes. Parce qu'autrement, souvent, on se perd dans des détails, on va donner trop d'informations, on ne va pas suffisamment hiérarchiser et cibler réellement les réponses importantes pour les apprenants. Donc, se fixer un quantum maximum est une bonne manière, là aussi, d'être plus efficace. Une classe virtuelle demande un certain temps de travail de préparation hein, et aussi parfois un certain nombre d'actions après, comme la publication de l'enregistrement, etc. Donc, beaucoup d'organisations, pour calculer la rémunération du formateur-tuteur, utilisent un ratio 1,5 ou 2 qui est appliqué à la durée de la classe virtuelle pour calculer la rémunération du formateur-tuteur, parce que bon, il a peut-être des sondages à créer, des documents à télécharger, etc. Souvent, on demande des travaux écrits à nos apprenants, donc il faut les lire, et puis il faut rédiger des commentaires. Vous voyez que là, je mets des fourchettes qui sont très larges, parce que ça dépend énormément des compétences des personnes à qui on confie ces tâches. Moi, vous voyez, je suis plutôt
un lecteur rapide et un rédacteur rapide aussi. Mais quand je rédige une page de commentaire, par exemple, à un travail, il me faut rarement moins de 15 minutes quand même. Donc, voilà. Alors, maintenant, je suis pas obligé de produire une page. Je peux produire une demi-page ou un quart de page de commentaires. Euh, Lorsqu'on veut alors le contrer les abandons, qu'on a repéré quelqu'un qui est en train de lâcher, c'est souvent les entretiens qui sont les plus efficaces. Par contre, il faut produire un guide d'entretien. Et il n'y a qu'à cette condition que vous arriverez à traiter et à réaliser l'entretien en 15-30 minutes maximum. Et franchement, moi, ça m'est arrivé la semaine dernière, vous voyez, avec un étudiant qui était en train de lâcher. J'ai mis, je crois, 25 minutes à peine, pour non seulement identifier quelles étaient les raisons qui le poussaient à abandonner, et puis d'arriver à alors déjà lui indiquer quelles pouvaient être les conséquences pour lui de l'abandon, mais aussi de trouver des solutions par rapport justement à sa situation. Voilà. D'autres personnes qui ne voulaient pas abandonner mais qui avaient des difficultés, c'est une jeune femme notamment qui venait juste d'accoucher. Bon, bah, il fallait adapter, si vous voulez, le parcours. Et donc effectivement, on a eu aussi un entretien. Mais vous voyez, les entretiens individuels, c'est vraiment pour les cas difficiles, je dirais, ou particuliers. Et par contre, il peut y avoir aussi, si vous avez des activités collaboratives, à réaliser des entretiens avec l'ensemble du groupe, notamment lorsqu'il y a des conflits entre les personnes. Alors les conflits, c'est pas qu'ils se tapent dessus, mais c'est que par exemple, ils n'arrivent pas à produire, quoi. Et parce qu'ils ont des avis trop divergents, parce qu'il y en a deux qui veulent prendre le leadership, parce que, enfin bon, il y a tout un tas de situations. Et donc là, ben, il faut mettre en œuvre en fait des méthodes qui sont bien connues des diplomates. Il faut faire établir le consensus sur le dissensus, c'est-à-dire leur faire exprimer ce qu'il est en des termes communs, eh bien leurs différends. Et c'est la première étape pour pouvoir ensuite trouver des solutions. Donc ça demande un peu de temps, bien sûr, et puis une certaine pratique de ce type d'entretien. Donc là aussi, par exemple, dans un plan de formation de tuteur, faire monter en compétence les futurs tuteurs dans la gestion des groupes collaboratifs, comment les lancer, mais aussi comment régler les conflits éventuels, c'est des choses qui peuvent être abordées bien évidemment. Alors, pour calculer le temps tutoral, eh bien, j'ai proposé, après avoir étudié de nombreux dispositifs, une sorte de martingale, enfin presque, voilà. Vous voyez cette échelle, j'appelle l'échelle du taux tutoral. On a 6 niveaux et donc ça va d'une batterie complètement vide qui correspond à un tutorat inexistant ou quasi inexistant, à un tutorat à une pile pleine, donc où là on peut pas faire mieux en termes de tutorat, on peut même prendre en compte des situations extrêmement particulières qui peuvent être liées à des handicaps ou des difficultés particulières de certains apprenants. Et pour chacun des niveaux, j'ai identifié un taux et j'ai identifié ce qu'on pouvait faire en termes de tutorat et en matière d'évaluation. Et donc, quand au départ, on ne sait pas combien de temps il va falloir consacrer au tutorat pour une formation, donc là, c'est la définition du taux tutoral, c'est le temps du tutorat qu'on divise par le temps du parcours qu'on multiplie par le nombre d'apprenants. OK ? Donc, si vous avez une formation qui dure 10 heures et que vous avez 20 apprenants, et que vous prévoyez 30 heures de tutorat, vous faites 30 divisé par 200 et vous obtenez un taux et ça vous permet de vous repérer dans cette échelle. Mais on est souvent dans le cas inverse, c'est-à-dire que on connaît la durée du parcours, on connaît le nombre d'apprenants, mais on ne sait pas combien ça va prendre de temps tutoral. Donc, en fait, on multiplie le temps du parcours par le nombre d'apprenants, qu'on multiplie par le taux tutoral que l'on choisit dans l'échelle, et là, on a une approximation
c'est pas du pied à coulisses, hein, mais enfin, on a une bonne approximation. Vous voyez, je l'ai fait encore récemment pour un dispositif de CNFPT. L'échelle du taux, enfin l'équation hein, du temps tutoral m'amenait à 19 heures de tutorat. Et en fait, quand j'avais fait mon scénario tutoral, j'avais abouti à 20 heures. Donc, j'étais cohérent. Vous voyez, ça allait. Donc, voilà. Mais encore une fois, c'est vraiment plutôt pour soit analyser finalement une situation. On s'aperçoit que peut-être pour une formation, on a un taux tutoral très bas, donc ça veut dire que peut-être qu'il faut qu'on augmente le temps tutoral, ou pour avoir une idée de ce que pourrait être ce temps en fonction du type de tutorat qu'on souhaite voir investi par les tuteurs. Et puis, il faut rédiger une charte tutorale. Hein, la charte tutorale, comme je le disais, c'est les droits, et tout à l'heure, les droits et les devoirs des tuteurs et des apprenants les uns envers les autres. Alors, le contenu d'une charte tutorale, peut être le suivant, souvent c'est ce qu'on retrouve dans les chartes tutorales. On décrit la stratégie tutorale, on indique les valeurs qui la sous-tendent. Donc là, c'est vraiment un discours institutionnel. Hein. Ensuite, on présente le système tutoral qui a été adopté. On identifie les profils de tuteurs, voire les tuteurs eux-mêmes, en donnant les informations pour savoir comment ils peuvent être sollicités. Alors bon, parfois, ça va jusqu'au numéro de téléphone, mais c'est pas obligé, c'est pas juste le mail. On indique quelles vont être les modalités d'intervention tutorale. Vous voyez, moi, par exemple, je n'accepte pas que les apprenants me téléphonent. Je pense qu'un entretien téléphonique, c'est quelque chose qui se prépare à l'avance. Moi, mes activités tutorales c'est une partie de mes activités professionnelles, mais ce n'est pas tout. Et donc, je ne veux absolument pas être interrompu, par exemple, maintenant que je suis en train de faire un webinaire par un étudiant ou un apprenant qui me dirait « Oula, mais j'ai besoin de vous ». Voilà. Et puis surtout, on va inventorier les droits et les devoirs des différents acteurs, donc des tuteurs et des apprenants. Donc, il appartient à l'équipe de conception de produire une première version de la charte tutorale, mais souvent, il faut l'améliorer, cette charte tutorale. Et donc, il est assez bénéfique d'interpeller les apprenants, alors ça peut être le cas au moment d'un audit tutoral, sur le respect de la charte tutorale par les tuteurs. Vous voyez, voilà. Mais on peut interroger aussi les tuteurs sur le respect de la charte tutorale par les apprenants. Et puis, mais quand on demande aux apprenants, dites-nous si tout ce à quoi on s'est engagé a été réalisé, parfois on ouvre le bureau des pleurs, tout simplement. Donc, il ne faut pas en rester au bureau des pleurs, il faut leur demander de proposer des améliorations de cette charte tutorale. Et donc, ça peut venir nourrir une version 2 qui va être aussi là à l'initiative des concepteurs. Alors, je vous ai mis ici une charte tutorale. Donc, bon, vous aurez accès au diaporama, ce sera plus simple. C'est une version ancienne, puisque je crois qu'elle date de 2014, de la charte tutorale du master MFEG de Rennes 1. Technique, le tuteur cours, le tuteur projet, le tuteur pair, et puis dans une dernière page, on récapitule les droits et les devoirs des apprenants et des tuteurs cours. Alors, si vous voulez aller plus loin, je vous ai parlé du portail de TAD, donc vous avez ici le lien vers le portail qui vous donne accès à la base documentaire scientifique, à la revue tutorale. Je vous ai mis aussi justement le dernier numéro de la revue tutorale qui a été, dont l'article principal a été rédigé par des étudiants qui ont eu à faire des actions d'ingénierie tutorale. Donc c'est assez vivant, c'est c'est très pratico-pratique, c'est pas du tout théorique. Et puis vous avez le blog de TAD. Quand je dis plus de 800, je crois qu'on est à 840 billets, mais bon, vous avez un nuage de mots-clés qui vous permet de vous guider
dans ce que vous pouvez rechercher. Vous avez aussi une recherche full text. Et donc, bien évidemment, si vous voulez creuser la question de l'accompagnement des apprenants à distance, vous pourrez trouver de nombreuses choses sur ce blog. Sur la pratique du tutorat à distance, j'ai publié au début de cette année un livret d'intervention qui se veut en fait être aussi un outil de formation ou d'auto-formation des futurs tuteurs. Donc dans cet ouvrage, chacun des objectifs tutoraux génériques, vous savez, quand je vous ai présenté le tableau qui croisait les fonctions tutorales et les plans de support à l'apprentissage, donc il y a 28 objectifs tutoraux qui sont présentés et surtout comment ils peuvent être poursuivis à travers quel type d'intervention. Donc il y a énormément d'exemples et puis vous avez aussi des activités à réaliser qui vous permettent finalement d'entrer dans ce rôle de tuteur à distance. Et puis de manière plus, je vais dire théorique, mais enfin ça reste très méthodologique, il y a beaucoup d'outils qui sont proposés. Comment on peut produire les différents livrables de l'ingénierie tutorale. Donc ça, c'est un ouvrage qui date de 2016. Ben voilà, moi j'en ai terminé de mon exposé, peut-être un peu long, je ne sais pas, peut-être trop dense, je ne sais pas. Vous allez me dire, en tous les cas, Paul va pouvoir me renvoyer sur les questions qui ont été les vôtres. J'arrête mon partage et je reviens dans la salle. Bien, merci Jacques pour ces propos fort intéressants. Nous avons eu en effet quelques questions pendant votre exposé. Et tout d'abord, alors une question qui était au moment du triangle de Jean Gousset. C'est ça que vous avez exposé, où c'était Pierre-Jean du SDIS-37 qui s'interrogeait sur, alors dans le triangle, vous savez, il voyait sans tuteur, c'était le processus apprendre, et avec tuteur, c'était le processus former, donc ça l'interrogeait un petit peu. Alors peut-être, je vais vous laisser répondre, mais peut-être que dans le processus apprendre, le tuteur se met en retrait et crée l'environnement pour que l'apprenant aille directement mettre en contact avec le savoir, mais je vous laisse développer si vous le souhaitez. Oui. Alors, en fait, le tuteur, c'est une interface, un intermédiaire entre le savoir et l'apprenant. En fait, bien évidemment, l'apprenant il est confronté à travers les ressources au savoir qui a été donc médiatisé par le formateur ou par l'équipe de conception, mais parfois il va buter cet apprenant à certaines difficultés de compréhension, d'intégration des différents aspects, des différentes notions, parfois des concepts ou des méthodes, bien évidemment. Et donc là, le rôle du tuteur, c'est bien de soutenir ce processus d'apprentissage. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il n'est plus tant chargé de transmettre, mais plutôt de faciliter la construction des connaissances par l'apprenant. Merci Jacques pour cette réponse. Et puis j'en profite si vous souhaitez, petite aparté technique, si vous souhaitez voir Jacques Rodet en grand, vous savez que vous avez en bas à droite de votre écran 4 petits carrés qui vous permettent de voir l'interlocuteur en grand écran. Une autre question de Régis, alors également du SDIS-37, concernant l'évaluation, et puis on aura quelques questions sur l'évaluation et sur la fonction évaluative du tuteur. Il demandait, alors il fait certainement référence à l'auto-évaluation, demandant si l'apprenant n'est pas capable lui-même de s'évaluer, et auquel cas, est-ce que le tuteur serait plutôt là pour l'aider à construire son plan de développement? Oui, alors, vous savez, donc il ne s'évalue pas, mais il s'auto-évalue. Et l'auto-évaluation, c'est certainement, quand on regarde la pyramide de Bloom, c'est l'action cognitive qui est la plus exigeante. Et donc, tout le monde n'est pas forcément en mesure de s'auto-évaluer. Mais bien sûr, déjà, le premier obstacle, c'est d'arriver à construire l'outil d'auto-évaluation. Nous, en tant que formateurs,
on sait ce que c'est qu'un critère, on sait ce que c'est des indicateurs, donc on est capable de construire des évaluations. Mais c'est pas forcément le cas de tous les apprenants. Donc oui, on peut aider l'apprenant, par exemple, à auto-évaluer l'atteinte de ses objectifs personnels en lui proposant des indicateurs, des critères, des indicateurs, et aussi lui indiquer quels sont les observables qu'il doit avoir pour pouvoir renseigner sa grille d'auto-évaluation. Ce qu'on peut dire quand même, parce que on a des exemples. Moi, j'amène souvent les apprenants à s'auto-évaluer sur leur production. Et ce que je constate, c'est qu'ils sont toujours plus sévères que moi. C'est-à-dire que l'auto-évaluation peut parfois être plutôt agir négativement sur la construction de sa représentation de sa propre capacité à apprendre. Et donc, il faut être attentif à cela. Il m'est arrivé qu'une fois de proposer une auto-évaluation, c'était pour des collègues algériens, des enseignants algériens, et là, j'étais effaré parce qu'ils se mettaient 100% de partout, même sur les parties de la formation qu'on n'avait pas eu le temps d'aborder. Alors, je dirais, là, il y a un loup quand même. C'est pas parce qu'ils étaient algériens, ça n'a rien à voir. C'est simplement que je vous donne le contexte. Mais oui, il y avait un contexte, c'est que les résultats qu'ils obtenaient à ma formation conditionnaient leur accès à une autre formation. Et donc, bien évidemment, ils ne voulaient pas être pénalisés. Et donc, voilà. Donc, si vous voulez, en termes d'auto-évaluation, moi je pense que c'est très important que les apprenants arrivent à s'auto-évaluer. Mais il ne faut pas négliger la difficulté. C'est vraiment un exercice cognitif de haut niveau. Et donc, il faut le soutenir. Merci Jacques. Donc Régis dans le chat apprécie beaucoup votre réponse et vous le fait savoir. Merci Régis. Alors, on a David du 1034 qui demande, alors toujours sur la question de l'évaluation, si jamais, par exemple, on fait une formation à distance en amont, de façon à préparer du présentiel, ouais. Quel temps conseiller entre l'évaluation et le présentiel? Ok. Alors, c'est le modèle de la classe inversée. C'est-à-dire qu'on va donner à l'apprenant un certain nombre d'activités à réaliser en distanciel pour préparer en quelque sorte le présentiel. Alors, bon, c'est très efficace, mais il y a quand même pas mal de choses trappes. Et notamment, vous avez beaucoup d'apprenants qui ne sont pas encore habitués à l'apprentissage à distance et qui vont considérer, et parfois ce n'est pas seulement les apprenants, c'est aussi leurs responsables hiérarchiques, qui vont considérer que la seule vraie formation, c'est ce qui se passe en présentiel, et qui ne vont donc pas réaliser les activités distancielles. Alors bien évidemment, positionner une évaluation qui peut conditionner l'accès au présentiel, donc une évaluation sur les activités distancielles, peut être une solution qui est adoptée. En tous les cas, moi je l'ai vu adopter dans certains organismes, notamment un labo pharmaceutique, qui souhaitait absolument que les personnes aient acquis les connaissances de base pour pouvoir mettre en pratique lors du présentiel. Et j'imagine bien que dans vos métiers, il y a un certain nombre, par exemple, de procédures à connaître avant de pouvoir passer à l'exercice. Voilà. Je ne sais pas, vous allez attaquer un feu. Moi, j'y connais rien à votre métier. Mais j'imagine quand vous attaquez un feu, il y a des gens qui ont des rôles, qui doivent faire un certain nombre d'actions, que ça doit se faire dans un certain ordre. Et qu'après, peut-être, vous allez les emmener sur un terrain d'exercice avec, vous allumez un feu et puis ils doivent faire les choses. Il est clair que s'ils n'ont pas étudié les procédures et qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, le présentiel n'a aucun intérêt, ou alors ils risquent même de se brûler. Enfin, j'en sais rien. Vous êtes bien équipés, mais quand même.
Donc, oui, c'est très important dans ces dispositifs de classe inversée, enfin dits de classe inversée, de valider, et notamment par des évaluations, le fait que les personnes ont bien réalisé les activités qui préparent l'activité présentielle. Ça, c'est Merci. indispensable. Ouais, merci beaucoup, Jacques. David, d'ailleurs, toujours, hein, pose aussi une question. Il s'inquiétait, vous avez parlé de classe virtuelle, et puis il s'inquiétait que que ça remplace une partie du présentiel dans un moment ou dans un milieu, et sapeurs-pompiers, avec le besoin de forts liens sociaux. Oui. Alors, il ne faut pas croire que la distance affaiblit le lien social. Hein. Alors, je sais que c'est une première impression que l'on a, qui est naturelle. Parce que, bien évidemment, dans la communication, ce qui compte beaucoup, c'est toute la communication non verbale, c'est la communication kinesthésique, encore qu'aujourd'hui, hein, on peut même plus serrer la main. Donc, mais vous voyez, ça compte, hein, bien sûr, dans la communication interpersonnelle. Hein. Et donc, faut bien reconnaître, même moi qui ai quelques ascendances italiennes et qui fait beaucoup de gestes, vous me voyez dans la petite fenêtre, la communication non verbale, elle est limitée, quoi, hein, quand même. Hein. Mais par contre, la situation distancielle va autoriser des choses que le présentiel, qui ne sont impossibles à réaliser en présentiel. Et c'est notamment le cas du soutien individuel. Quand vous avez un groupe de 15-20 personnes, vous voyez, dans une salle, bon, oui, vous allez pouvoir demander s'il y a des questions, et il va y en avoir 3, 4. Mais jamais vous ne pourrez entrer en dialogue individuel avec chacune des 20 personnes. Or, ça, la distance l'autorise. Parce que ça se fait en asynchrone, ça se fait à temps choisi, et donc, je citer une anecdote. Hein. Moi, pendant très longtemps, j'ai donné des cours en présentiel à l'université de Versailles, des cours de gestion de projet. Et j'avais la même formation, mais à distance, à l'université de Limoges. Les contacts que j'ai conservés avec mes étudiants, ce sont tous des étudiants qui étaient à distance. Donc, il ne faut pas croire que la relation que l'on peut entretenir à distance avec des apprenants est de qualité moindre par rapport à celle qu'on peut avoir en présentiel. Alors, il y a des éléments de la communication, oui, non, notamment la communication non verbale qui est en grande partie perdue, voire totalement perdue si on n'interagit pas de manière audiovisuelle, si on interagit que de manière écrite. Mais par contre, il y a d'autres aspects de la communication qui sont plus facilement réalisables, et notamment l'individualisation du support à l'apprentissage est plus facilement réalisable du fait que nous ne sommes plus en coprésence. Et puis alors je vais vous dire aussi, avec un peu d'habitude, vous savez, quand vous avez un apprenant qui vous écrit, enfin moi quand j'en ai un qui m'écrit, je sais très bien dans quel état d'esprit il était au moment où il m'a écrit. Hein. Vous voyez, l'agacement, le désappointement, parfois la colère, etc. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure à travers simplement son message. Hein, parce que dans un message écrit, bien sûr, il y a ce qui est dit, c'est l'énoncé, mais il y a l'énonciation. Et l'énonciation, elle renseigne beaucoup, hein, sur l'individu. Donc, bien évidemment, c'est pas des choses ça demande un apprentissage, hein, c'est comme tout, hein, et même les formations initiales qu'on peut avoir aux fonctions tutorales et à l'exercice du tutorat sont souvent insuffisantes. Il faut accumuler de l'expérience. Hein, mais bon, je pense que vous êtes dans des métiers où vous savez que l'expérience compte pour beaucoup. Hein. Voilà, tout n'est pas dans les livres ou dans les ressources. Merci Jacques pour cette réponse. Une question de Régis. Donc David également vous remercie pour les réponses apportées à ces deux questions.
et propose d'ailleurs un webinaire prochainement sur la création d'une classe virtuelle. Régis donc, nous pose la question, alors là on est plutôt sur les typologies de tuteurs et poser la question si est-ce qu'un tuteur qui va donc tutorer la formation à distance, Oui. est-ce qu'il il doit obligatoirement faire partie de l'équipe pédagogique qui sera là également en présentiel? Est-ce que il doit aussi être au moment du Non, il n'y a présentiel pas de, il y a pour pas faire le d'obli- lien peut-être? il n'y a pas d'obligation. Par contre, ce que l'on constate fréquemment dans les organismes, c'est que c'est souvent les formateurs présentiels à qui on va demander d'animer aussi à distance, et donc on les fait monter en compétences. Mais il n'y a pas d'obligation. Et puis ça dépend aussi du périmètre du profil du tuteur, hein. Moi, par exemple, je suis déjà intervenu dans des parcours où j'étais pas du tout compétent sur le contenu, hein, de la formation, mais par contre, j'avais des interventions qui étaient plus d'ordre motivationnel et socio-affectif. Vous voyez. Et ça, par contre, gérer la collaboration à distance, ça, c'est des choses que je sais faire. Vous voyez. Donc, il n'y a pas d'obligation. Par contre, ce qui est très important pour les équipes de conception, c'est d'avoir le retour des tuteurs. Parce que ce sont les tuteurs qui sont plus proches des apprenants et ils sont capables de dire aux concepteurs, bah, cette activité-là, elle fonctionne pas du tout, hein. Donc, il va falloir la modifier. Ou là, cet énoncé de questions, franchement, personne ne comprend. Voilà. Donc, si vous voulez, le tuteur est une source d'information très importante pour l'équipe de conception. Alors, bien évidemment, au moment de la réingénierie d'une formation, les solliciter, c'est bien. On peut parfois aussi les solliciter au moment de la conception, puisque comme ils vont être amenés comme il va falloir produire aussi un scénario tutoral, finalement, associer le futur tuteur à la définition du scénario tutoral, ça peut être pas mal aussi, quoi. Vous voyez, ça peut être intéressant. Mais il n'y a pas d'obligation formelle à ce que le formateur présentiel soit l'animateur à distance. Vous savez, vous avez même un certain nombre de formateurs présentiels qui ne franchiront pas le pas. Ça, c'est moi, je l'ai connu dans une autre vie professionnelle. J'ai été parmi les premiers à m'intéresser aux outils de PAO en France, publication assistée par ordinateur au milieu des années 80. Et donc, je m'étais fait une spécialité d'accompagner des boîtes d'édition, de revues ou autres, à les amener à utiliser ces outils-là. Et franchement, il y avait des personnes, des secrétaires de rédaction, des directeurs artistiques, des journalistes. Ils voulaient pas du tout entendre parler de ça, des maquettistes aussi, bien évidemment. Ils voulaient pas du tout entendre parler de ces outils-là. Alors, bien évidemment, il y en a un certain nombre qui ont pu continuer des activités traditionnelles, je dirais. Ils étaient Il y en a d'autres qui ont dû changer de métier, hein. Notamment, moi, je sais, j'ai vu l'arrivée de la photo numérique. Je peux vous dire que ça a sonné le glas de tout un tas de photographes qui ne voulaient pas passer au numérique parce qu'ils adoraient je ne sais même plus comment on appelait ça, l'argentique, voilà. Hein, et donc, si vous voulez, à chaque fois qu'il y a des avancées technologiques, ou même sans parler d'avancées, qu'il y a des changements d'outils de production pour une activité, vous avez des personnes qui ne veulent pas s'adapter. Et ma foi, bon, ouais, moi j'imagine bien, le gars, il a 3-4 ans de la retraite, il a fait toute sa carrière comme formateur présentiel, il n'a pas envie d'animer à distance. Bon, on va peut-être l'utiliser différemment, peut-être justement en l'associant plus à la conception, vous voyez, mais bon, il n'animera pas. Mais par contre, moi, ce que je dis toujours, parce que je fais pas mal de formations de formateurs, et souvent, on a des gens qui ne sont pas tout jeunes, mais qui ont 30 et 40 ans, quoi. Vous voyez, des gens qui ont déjà une première vie professionnelle et qui veulent devenir formateurs. Je leur dis, vous, si vous vous intéressez pas à la formation à distance, il vaut mieux que vous changiez d'orientation, parce que bien évidemment, enfin, là, la crise sanitaire a été un révélateur très fort. C'est même, à mon sens, un accélérateur extrêmement puissant pour l'adoption de la formation à distance. Mais ça va pas s'arranger.
en plus, on va avoir des apports d'intelligence artificielle qui vont encore… Et alors, on peut avoir deux attitudes par rapport à tout ça. C'est dire, ah ben voilà, je suis remplacé, mon boulot n'existe plus. Ou alors, on peut justement tirer bénéfice de ces nouvelles situations pour faire des choses qu'on n'avait pas le temps de faire avant. Et notamment en matière d'accompagnement. Vous voyez, moi qui ai une intelligence artificielle qui répond de manière automatique aux apprenants sur les questions les plus courantes de mon contenu de cours, ça ne me gênerait nullement. Vous voyez, par contre, ça me dégagerait du temps pour investir d'autres plans de support à l'apprentissage. Vous voyez, alors, néanmoins, qu'en diront les institutions? Parce que peut-être que les institutions voudront engranger l'économie du coût humain. Ça, c'est possible. Mais c'est un autre débat. Hein. Merci beaucoup, Jacques, pour cette réponse. On a une question également de Thibaut. Alors là, on est plus au niveau de la scénarisation. Existe-t-il un outil pour évaluer les modules d'action de formation qui se feraient en distanciel plutôt qu'en présentiel? Ah oui, pour savoir si… Alors, oui, alors il y a un outil qui s'appelle SAMR et qui est un outil assez intéressant. C'est un outil méthodo, c'est pas un outil, c'est pas un truc informatique. Voilà. En fait, parce que ça vous permet d'identifier quelle va être la plus-value de la médiatisation de votre contenu. Vous voyez, alors, je vais vous donner un exemple. Moi, il y a une photo que j'aime beaucoup. Et qui montre que parfois on utilise les technologies pour faire moins bien que ce qu'on faisait avant. Alors c'est une photo qui a été prise en Afrique dans une case qui est en fait une salle de classe, et on voit donc les enfants et puis le maître et une télévision. Ouais, une télévision. Bon. Et puis, sur le côté, on voit bien que ça a été mis au rebut. Il y a un grand tableau noir et dans lequel on voit qu'ils sont écrits les lettres et puis les premières syllabes, vous voyez, B, A, BA, etc. Et alors, il est vraiment mis au rebut. On a bien compris que l'instituteur, il ne veut plus l'utiliser, ce tableau, puisqu'il a la télé. Et qu'est-ce qu'on voit sur la télé? On revoit exactement la même chose, mais alors en beaucoup plus petit que sur l'écran noir. On revoit B, A, BA, et puis il a une grande baguette, et puis il pointe l'écran de la télé avec sa baguette. Voilà, un usage. Alors, inutile de vous dire que c'est l'UNESCO qui a financé l'équipement télévisuel pour une pratique pédagogique qui n'a absolument pas changé, et voire même qui est moins… Parce que le gamin qui est au fond de la case, il voit moins bien l'écran de télé qu'il ne voyait le tableau noir. Donc, si vous voulez, il faut toujours se poser la question, quand on veut utiliser une technologie ou quand on veut utiliser un média, quelle est la plus-value réelle qui en découle? Et là, donc, la méthodologie SAMR vous permet de voir cela. Alors après, de manière plus générale, je dirais qu'il n'y a aucune formation qui est inéligible à sa mise à distance. Par contre, bien évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas faire à distance. Alors, je ne sais pas, moi, vous êtes dans vos métiers, vous devez apprendre beaucoup de gestes professionnels, voyez. Donc, bien évidemment, l'exercice en conditions quasi réelles est indispensable. Ceci dit, la réalité virtuelle peut permettre de s'acclimater à un certain nombre de situations, de reproduire un certain nombre de gestes sans avoir peur des conséquences si on fait un mauvais geste. Dans une réalité virtuelle, éventuellement, bon, je sais pas, vous tombez, mais enfin, vous tombez pas, c'est votre avatar qui tombe, quoi. Enfin, voilà. Donc, c'est pas très grave. Tandis que si c'est sur l'exercice, là, c'est plus gênant, dans l'exercice réel. Donc, vous voyez qu'on peut associer des temps distanciels et des temps présentiels, et de manière générale, dans une formation hybride, il faut toujours se poser la question, quelle est la plus-value
de réaliser cette activité en présentiel ou quelle est la plus-value pour la réaliser à distance, quand on la réalise à distance. Et c'est bien en termes de plus-value pour l'apprenant, pour l'expérience apprenante, comme on dit aujourd'hui, hein, qu'il faut raisonner. Bien, merci beaucoup. Et puis Thibaut vous remercie également pour cette réponse et les exemples associés. Je n'ai pas d'autres questions dans le chat et puis il commence à être Oui, une oui, heure oui. tardive, je pense. En tout Oui. cas, un grand merci, Jacques, d'avoir De rien, Paul. participé à ça. C'était d'une grande qualité et nous vous en remercions. La communauté des sapeurs-pompiers peut s'enorgueillir d'avoir eu vos apports. Bah, merci à vous. Hein, vous voyez, aujourd'hui, j'ai appris que ma maman a dû être hospitalisée. C'est les pompiers qui l'ont amenée à l'hôpital. Donc, vous savez, comme tout citoyen, hein, on vous doit beaucoup et vous donner un peu, ma foi, c'est un grand plaisir. Bien, merci beaucoup, Jacques, pour cette reconnaissance. Et puis, vous avez beaucoup de remerciements dans le chat également, Mhm. Oui, je vois. et notamment sur la qualité de l'intervention. Et merci également de votre présence et de vos partages dans le chat. Euh, Merci. bonne soirée, Jacques. Oui, bonne soirée. Et puis bonne soirée à toutes et à tous. Et puis, on se retrouvera dès le mois de janvier pour la suite de ces webinaires consacrés à la conception de formation. Bonne Très soirée. bonne fête. Au revoir. Bonne fête à toutes et à tous.